Tout ça pour vous dire que nous avons une invitée exceptionnelle, encore une fois. Vous êtes très peu nombreux par rapport au public qu'elle a eu il y a peu de temps à Remiremont, parce que c'est quoi 110 personnes par rapport aux 350 qu'elle a mobilisées pour parler des procès en sorcellerie dans les Vosges. Alors on avait déjà eu un prof d'histoire de la faculté de Lyon qui était venu nous parler de sorcellerie, mais pas complètement des procès, et pas du tout sous le même aspect que ce que va nous proposer Leïla Lambert ce soir. Donc je pense que ça va beaucoup vous plaire, j'espère en tout cas. Je pense qu'elle est prête. Tu es prête, Leïla? Oui. Alors attends, ne viens pas tout de suite. Il y en a qui sont très pressés de t'applaudir. Allez, on peut l'applaudir bien fort. Sous vos applaudissements, Leïla Lambert. Alors, bonsoir à tous. Moi, je viens vous parler des procès en sorcellerie dans les Vosges. Alors, je vais commencer par une petite expérience interactive. Je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer une sorcière. Voilà, quelques secondes. Une sorcière, dans votre mémoire, dans vos souvenirs, dans votre imagination. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous pouvez rouvrir les yeux. Il y a de fortes chances que vous ayez imaginé quelque chose un peu comme ça. Est-ce que je me trompe ou pas? Non. Vous l'avez tous reconnue, la sorcière de Walt Disney, de Blanche-Neige, celle qui donne la pomme empoisonnée à Blanche-Neige, donc qui est méchante, elle est laide, elle est vieille, elle a une verrue sur le nez. Alors, en fonction de la génération dont vous faites partie, c'est possible aussi que vous ayez imaginé soit ma sorcière bien-aimée, soit, si vous êtes plutôt dans ma tranche d'âge, Charme, qui étaient les sorcières, qui étaient plutôt gentilles, sympas à la télé sur M6 quand on était jeune. Et si vous êtes encore plus jeune, maintenant la référence, c'est un peu Harry Potter, qu'on voit partout. Donc ça, c'est un peu notre version de la sorcière, en France et en fonction des époques. Si vous allez faire un tour dans les magasins type La Foire Fouille au moment d'Halloween, vous allez voir des masques de sorcières où elles sont toutes vertes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Aux États-Unis, quand on veut se déguiser en sorcière, on se peint tout le visage, voire tout le corps, si on est motivé, en vert. Est-ce que vous savez pourquoi? Le magicien d'Oz, pour eux, c'est leur référence de la sorcière. Et donc, elle est verte. Si je vous montre un peu toutes ces différentes représentations de la sorcière, c'est pour vous montrer que ça évolue en fonction des pays, des générations, ça évolue dans le temps. Voilà, on n'a pas forcément tous la même vision de la sorcière. Il y en a certains qui vont dire « Ah ouais, c'est sympa, je suis féministe, je suis sorcière ». Il y en a d'autres qui vont dire « Oh, c'est plutôt une méchante, nez crochu ». J'ai entendu tous les stéréotypes, tous les préjugés. C'est normal, ça vient de notre représentation de la culture populaire. Alors, je vais me présenter moi, même si on a déjà fait un petit peu mon introduction. Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux sorcières quand j'avais 6 ou 7 ans, avec notamment des livres, des livres pour enfants sur la sorcière. Celui-là, je l'empruntais à la bibliothèque de Remiremont tellement de fois qu'à la fin, ils ont dit on va lui offrir parce que j'empruntais plus que les autres gens pouvaient l'emprunter. Et puis, j'ai grandi à Saint-Amé. Et à Saint-Amé, on était jumelés avec Schignano. Et Schignano, ils avaient une sorcière qui était un peu sympa. C'était la Befana, si vous connaissez la culture italienne, puisque Schignano, c'est en Italie. Elle venait à peu près au moment de l'épiphanie, début janvier, et elle amenait des bonbons et des cadeaux. Donc, en gros, c'était plutôt cool d'être une sorcière. Quand j'ai eu 16 ou 17 ans, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la vraie figure de la sorcière d'un point de vue historique. Je savais en fait que toutes ces représentations populaires qu'on en avait, c'était des représentations dans les médias, mais que derrière, il y avait un fond historique, il y avait vraiment des femmes qui avaient été condamnées comme sorcières. Donc j'ai fait des recherches aux archives, j'ai été consulter les procès de sorcellerie qui existent, un peu sur toute la Lorraine, mais surtout sur les Vosges, pour voir un peu mais qui étaient ces femmes. Donc ça, c'était plutôt à la fin de mon adolescence. Je me traballais avec des gros livres un peu comme ça, de démonologues du XVIe siècle. C'était pas toujours évident à lire, mais c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la vraie figure de la sorcière. Et puis à 20 ans, j'ai commencé ma carrière professionnelle. Donc j'ai travaillé une grande partie de ma vie dans la solidarité internationale et l'humanitaire. Et donc dans pas mal de pays différents, notamment en Afrique de l'Ouest. Et là, j'ai aussi continué à chercher quelles étaient la figure de la sorcière ou de la magie au sens large. Là, par exemple, c'est le marché au vaudou de Lomé, si un jour vous passez au Togo. Donc voilà, j'ai continué un peu à chercher, à me renseigner, est-ce que vous avez des sorciers dans ce pays, comment on les reconnaît, etc., etc. Pour voir aussi justement cette différence dans les différentes cultures. Et puis, il y a des musées de la sorcière dans le monde. Il y en a 10. J'en ai vu 9 sur 10.
Voilà, il m'en reste un, mais qui est en Islande, pas accessible toute l'année à cause de la glace, donc celui-là, il me résiste encore. Mais donc, il y a des musées de sorcières un petit peu partout. Il y en a notamment un en France, en Alsace, la Maison de la sorcière de Bergheim. Et donc, j'ai été les visiter pour voir aussi quelles étaient ces représentations de la sorcière dans les différents pays, comment ça s'était passé les procès. Voilà, j'ai continué un peu à me renseigner là-dessus, et puis aussi quelques autres musées un peu annexes. Et du coup, en 2021, j'ai créé les Guenoches. Les Guenoches, ça veut dire les sorcières en patois vosgien, avec pour objectif de faire connaître un petit peu justement tout ce savoir sur les sorcières que j'avais collecté par-ci, par-là, et notamment en travaillant avec beaucoup d'historiens pour essayer de réhabiliter la vraie figure de la sorcière. Parce qu'on le disait tout à l'heure, la sorcière, quand on dit sorcière, ça va inclure pas mal de représentations différentes en fonction des personnes, notamment les mouvements féministes qui sont beaucoup saisis de la figure de la sorcière récemment. Donc on me cite à chaque fois Sorcière de Mona Chollet, il y a toujours au moins 2-3 personnes dans la salle qui l'ont lu. C'est un pamphlet féministe, mais ce n'est pas juste historiquement. Donc moi, ce qui m'intéresse, pas complètement juste historiquement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de réhabiliter un peu cette figure de la sorcière. Donc je fais des conférences sur le thème de la sorcellerie dans les Vosges. À chaque fois que je vais dans un coin, je cherche les procès en sorcellerie du coin. Donc tout à l'heure, pour ceux qui resteront au pot, j'ai la liste des personnes qui ont été condamnées pour sorcellerie à la Bresse, si vous voulez la consulter. Il n'y a pas de Claudel, il n'y a pas de Mougel, mais il y a peut-être quand même de vos ancêtres dedans. Hein, il y a d'autres noms qui devraient vous parler. Donc, qui étaient vraiment les sorcières? Alors, vous avez une petite carte qui vous montre un petit peu la représentation des zones de procès. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la première personne condamnée pour sorcellerie, c'est 1391, et la dernière en Suisse, mais voilà, on va la compter quand même, 1782. Donc, c'est près de 400 ans de chasse aux sorcières. C'est énorme. On n'a aucun autre conflit dans l'histoire des temps, quasiment, qui est aussi long. Mais là-dedans, dans cette longue période, il y a quand même un peu des grandes vagues de procès. Donc on a une première vague de procès qui est 1480 à 1520, et la deuxième, 1560 à 1660. Et c'est celle-là qui est la plus importante en termes de nombre de procès de sorcellerie. Donc 1560-1660, on n'est déjà plus au Moyen-Âge, on est déjà dans la Renaissance. Donc c'est aussi important, dans les représentations, souvent on dit les persécutions de sorcières au Moyen-Âge, c'est pas là où il y en a le plus, c'est après. On le voit dans les zones, nous les Vosges, en plein dedans, hein, vous voyez, on est bien dans le marron. On voit que certains coins de France, c'est plutôt blanc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu du tout, mais ça veut dire qu'il y en a eu très peu. Par contre, si on essaye un peu de se mettre en proportion par rapport à la population de l'époque, donc on va prendre en début 17e, on était 30 millions, la Russie incluse. Donc par rapport au nombre de procès, donc le nombre de procès, on est environ sur 110 000 procès, dont 60 000 condamnations à mort, 80 à 90% de femmes. C'est pour ça que je me permets de féminiser et de parler de sorcières, mais il y a aussi eu des hommes qui ont été persécutés comme sorciers, même s'ils ont été beaucoup moins souvent tués. Ils étaient jugés, mais souvent, on avait besoin de bras. C'était le seul meunier du village, par exemple, voilà, on ne le tuait pas, quoi. On faisait ce qu'on appelait renvoyer jusqu'à rappel, c'est-à-dire tu es coupable, mais tu restes chez toi. Donc on disait 110 000 procès sur cette période pour environ 30 millions de personnes sur l'ensemble de l'Europe. Donc pour vous donner une idée en proportion, on est sur 1 sur 4 000 en France et 1 sur 640 dans l'ancien empire germanique, là à peu près où nous on est. Ces procès, en fait, c'est juste ceux qui sont arrivés juste à nous. Mais on sait qu'il en manque plein, parce que notamment tous les villages où on ne savait pas lire, pas écrire, il n'y avait pas de procès écrit. Donc du coup, ça n'est pas arrivé jusqu'à nous. On n'a pas eu de tradition orale qui s'est perpétuée là-dessus. On a, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, à la Révolution française, on a voulu se débarrasser de pas mal d'archives du clergé. On a brûlé beaucoup d'archives, donc on sait qu'on en a perdu pas mal à ce moment-là aussi. On a les procès qui n'ont pas été jusqu'au bout et donc qui du coup ne sont pas enregistrés. Je pense notamment par exemple les morts sous torture et les suicides préalables. Donc en fait, on sait qu'il nous en manque plein des procès. Et on sait que ces chiffres que je vous annonce sont probablement un peu sous-évalués. On va faire un petit focus sur les Vosges, parce que c'est ce qui nous intéresse ce soir. Donc, moi, ceux que j'en ai trouvés, mais encore une fois, il doit en manquer pas mal, j'ai trouvé 1239 procès sur le département des Vosges. Donc c'est pas mal. On voit qu'il y a un gros spot sur Saint-Dié. Alors c'est à la fois parce qu'il y a eu beaucoup de persécutions là-bas, mais c'est aussi parce que c'est là où on a fait le plus gros travail de recherche, avec la Société philomatique vosgienne et notamment avec un universitaire anglais qui a beaucoup travaillé sur les procès. Donc
là aussi, c'est pas forcément très représentatif. Mais en tout cas, ça vous donne quand même une idée un petit peu des lieux de procès en sorcellerie. Puis vous voyez, il y a un petit point pour la Bresse, là, c'est vos 4 personnes. Donc, les procès dans les Vosges. J'espère que vous voyez bien la même chose que moi. Là, c'est pour vous parler un petit peu du contexte des chasses aux sorcières de l'époque. Puisqu'on peut se poser la question, en fait, pourquoi il y avait tant de chasses aux sorcières et puis une telle proportion. Alors en plus, je vous disais juste avant donc les proportions 1 sur 400 dans nos coins. J'aime bien aussi citer le cas du Liechtenstein. Le Liechtenstein, ils ont eu 300 procès. Vous pouvez dire, oh, bon, ça va, c'est pas beaucoup, 300 procès. Ils étaient 3000. Ça fait 10% de la population quand même. Donc c'est quand même des proportions qui sont assez énormes et qui font qu'on a probablement tous, un peu dans nos ancêtres, en tout cas si on a grandi dans le coin, quelqu'un qui a vu ces procès en sorcellerie, puisqu'on était obligé d'aller assister au procès. Si on restait chez soi, on était soi-même sorcier ou sorcière, y compris les enfants. Bien entendu, ils ne coupaient pas au fait d'aller voir le procès en sorcellerie. Alors, le contexte de l'époque. On a donc en haut à gauche, si c'est projeté dans le même sens, qu'est-ce que ça vous évoque ? La peste. Donc on avait beaucoup d'épidémies de maladies. Et on n'expliquait pas les maladies à l'époque. On n'avait pas toutes nos connaissances de maintenant, les microbes, etc. La peste, ça a été un vrai fléau dans les Vosges, notamment celle qui a eu lieu de 1600 à 1642, qui a tué près de 9/10 de la population dans le quartier des 40 semaines à Épinal. Si vous avez déjà vu, si vous voyez où c'est, quartier des 40 semaines, c'est parce que pendant 40 semaines, il y a 9/10 de la population qui est mort de la peste. Et puis on parle souvent de la peste, mais il y a plein d'autres maladies, le typhus, la syphilis, les maladies liées à la famine, etc. On a à cette époque aussi le petit âge glaciaire. Donc c'est une période en fait où il y a eu 3 grandes vagues de froid très très importantes, où il n'y avait plus rien qui poussait, pas les froids qu'on a là dans les Vosges, un vrai froid où du coup le sol était complètement gelé et rien ne poussait, notamment un de 1623 à 1628, où du coup voilà, on n'expliquait pas, il y avait notamment des chutes de grêle. Et les chutes de grêle, on ne comprenait pas non plus, on n'avait pas les connaissances de météorologiques qu'on a maintenant. On disait, c'est quoi ces cailloux qui tombent du ciel? Ça se trouve, c'est Dieu qui nous les envoie, un peu comme ça. Et donc, notamment, il y a un historien alsacien qui a fait une étude de corrélation entre les chutes de grêle et les procès en sorcellerie. Et on voit que ça suit. Parce que du coup, on cherchait un bouc émissaire. Comme pour les maladies où on ne savait pas pourquoi ça arrivait, les chutes de grêle, on ne savait pas pourquoi ça arrivait. Et donc, du coup, on cherchait des boucs émissaires. Tout en bas, c'est la guerre de 30 ans qui est représentée, donc 1618-1648, qui là aussi a fait des grands dégâts dans les Vosges. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre de Pierre Pelot, C'est ainsi que les hommes vivent, qui est très bien documenté sur ce qui s'est passé ici. On a près de 80 villages qui ont complètement été rasés dans les Vosges, à cause justement donc, de la guerre de 30 ans. Et là, c'était quelque chose qu'on ne s'expliquait pas non plus. On était des pauvres paysans qui ne savaient pas lire, pas écrire, qui n'avaient pas accès à la politique, et d'un seul coup, il y avait des gens qui venaient, qui tuaient tout le monde. On se disait, ah mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils nous fassent ça et tout ça. Donc il y avait tout ça, un peu ce contexte très anxiogène sur lequel il fallait chercher des boucs émissaires. Et puis il y avait des loups encore dans les Vosges, pas un loup isolé qu'on entend parler de temps en temps aux médias. Il y avait des loups jusqu'en 1623 dans les Vosges, 1923 dans les Vosges, pardon. Ma grand-mère, qui était née en 1914, donc au syndicat, à côté de Vanier, elle me racontait qu'elle entendait hurler les loups quand elle était petite. Alors, j'ai jamais trop su si c'était vrai ou si c'était pour que je mange ma soupe. Mais en tout cas, on a eu des loups. Et c'est pareil, les loups, la nuit, on entend des bruits, on voit des yeux qui brillent, on n'avait pas notre éclairage. Donc, on cherchait un peu des explications à tout ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y avait pas mal de procès. Un procès, ça se passait comment ? Une femme, il y avait une dénonciation, on disait oh elle est sorcière, soit parce que elle a regardé mes cochons, ils sont morts le lendemain, elle a parlé à ma femme, elle est morte, enfin que des choses un peu comme ça, voilà, qu'on ne savait pas forcément expliquer. Et donc du coup, les gens la dénonçaient. Alors parfois, il y avait des choses un peu aussi pratiques, quoi, genre un homme qui voulait se remarier. À l'époque, on n'était marié qu'à l'église, et vous savez, même encore maintenant, à l'église, on peut se marier qu'une fois. Donc on disait sa femme est sorcière, le mariage était annulé. Elle était excommuniée, on pouvait se remarier à l'église. Voilà. Des fois, il y avait aussi des cas un peu intéressés dans la dénonciation. Et parfois, c'était juste, on cherchait un bouc émissaire ou une raison. Et donc, la femme, elle était amenée et on cherchait la marque du diable. Pour chercher la marque du diable, elle était entièrement dévêtue et entièrement rasée. Là, ce n'est pas ce qui est représenté sur le tableau parce qu'ils ont voulu un peu maintenir la pudeur de la femme. Mais dans la vraie vie, elle était entièrement dévêtue, entièrement rasée. Et donc, il y avait un chirurgien qui venait avec un pic métallique et qui piquait partout, dans le corps, y compris partout, pour essayer de trouver un endroit qui était complètement insensible.
Et donc, bon, on en trouvait toujours un, hein, il y avait plein de maladies de peau à l'époque, et puis même si on n'en trouvait pas un, bon, à la rigueur, au bout d'un moment, à force d'être piquée partout, elle tombe inconsciente, elle ne bouge plus, voilà, on a trouvé la marque du diable, stigma diaboli. Donc le premier interrogatoire, il était à charge, c'est-à-dire on avait une présomption de culpabilité. À l'inverse de maintenant, où on essaye de faire plutôt la présomption d'innocence dans la plupart de nos procès, là, présomption de culpabilité. La femme, elle est sorcière. Ce qui fait qu'on lui posait des questions, mais elle regarde au sol. Elle se repent, elle est coupable. Elle regarde dans l'air. Elle cherche l'aide du diable, elle est coupable. Elle regarde de tous les côtés. Elle est louche, celle-là, elle est coupable. Donc en fait, elle n'avait pas vraiment de choix, elle ne pouvait pas forcément s'en sortir. C'est le premier interrogatoire. Deuxième interrogatoire, sous torture. Et à l'époque, on pensait que les aveux sous torture étaient des vrais aveux. Heureusement qu'on a changé d'avis depuis quand même. Donc là, vous voyez différents moyens de torture. Donc tout à droite, les grésillons, l'échelle, et tout à gauche, l'estrapade, qu'on appelait branlure à Remiremont, où en fait la femme était soulevée avec des poids aux pieds et elle était fortement lâchée, ce qui fait que tous les membres se disloquaient. Je ne passe pas très longtemps sur les tortures parce que c'était très très gore. En tout cas, forcément, si elle n'avait pas craqué au premier procès, au deuxième procès, elle craquait. C'était obligé. Les aveux sous torture, quasiment à chaque fois, la personne avouait. Et donc, on enchaînait ensuite sur le procès et la condamnation en place publique. Alors, pourquoi on a beaucoup de femmes? On disait tout à l'heure, c'était des hommes et des femmes. Et pourquoi autant de femmes? 80 à 90% de femmes. C'est à cause de ce livre que vous voyez, entre autres. Le Malleus Maleficarum. C'est un livre qui a été écrit en 1486 par 2 moines dominicains, donc notamment un qui s'appelle Institoris, avec la caution du deuxième, Jacques Spranger, et qui est un livre qui a une histoire passionnante. Il a été édité à plus de 30 000 exemplaires. 1486, vous voyez, c'est juste l'invention de l'imprimerie. Donc c'est vraiment un best-seller de l'époque. C'était très rare, ça coûtait très cher d'imprimer des livres. Il a été édité 14 fois en langue latine, 16 fois en langue vulgaire, en allemand, en vieux français, etc. Et on voit, donc sur l'image de droite, on voit ma main, vous voyez, si vous regardez, qui tient le livre, parce qu'en fait, c'est pour vous montrer que c'est le premier livre qui a été édité en format de poche. Donc ça, c'est une édition à la BMI d'Épinal. Vous pouvez tous le consulter, il est accessible à tous. Et donc, pourquoi il est en format de poche? C'était pour que les juges ils puissent le sortir discrètement pendant le procès, parce que dedans, il y avait les questions qu'il fallait poser à la sorcière, et puis il y avait aussi les réponses. Comme ça, si des fois elle ne répondait pas trop ce qu'on voulait, on pouvait recopier. Ce livre, il est encore édité. Moi, j'ai une édition qui a à peu près 15 ans, qui n'est plus éditée, et donc il y en a une autre qui sort. C'est pour dire, c'est incroyable l'histoire de ce livre. Alors, je vais vous lire mon passage préféré, comme ça vous donne un peu une idée du livre. Une femme qui pense seule est une femme qui pense mal. Voilà. Tout le livre est comme ça. Je le prête à qui veut après. Je vous défie d'aller jusqu'au bout de ce livre très, très misogyne. Donc, pourquoi on a été vraiment sur les femmes? C'est notamment parce qu'il y avait ces livres qui étaient diffusés qui disaient la femme péché originel, la femme plus faible, etc. Et donc, on se focalisait beaucoup sur les femmes. Et là, on va terminer sur la partie un peu interactive de la présentation, puisque je voudrais essayer de voir si certains d'entre vous auraient pu être sorciers ou sorcières. Alors, je vous donne quelques cas de figure. C'est toutes des chefs d'accusation qui sont véridiques et qui ont lieu dans les Vosges. Si donc, vous tous qui êtes dans la salle, si vous avez une difformité physique, que ce soit bec, bossu, boiteux, une verrue, un strabisme ou un problème psychologique, pour les femmes, si vous n'êtes pas mariée, que vous êtes veuve ou que vous vivez sans homme, alors si vous êtes veuve plusieurs fois, je ne vous en parle même pas, voilà. Si vous êtes vieille, alors désolé, mais pour l'époque, c'est plus de 40 ans. Excusez-moi, ne me lynchez pas tout de suite, j'en fais aussi partie. Pourquoi? C'est parce qu'on disait qu'à l'époque, plus de 40 ans, les fonctions reproductives étaient moins facilement actives, et donc on faisait moins d'enfants, donc on n'avait plus trop d'utilité sociale. On faisait des enfants beaucoup plus tôt, on mourait beaucoup plus tôt. Si vous n'allez pas à la messe, ou si au contraire vous y allez trop souvent, parce que ça c'est louche, vous avez un truc à cacher. Si vous portez des tenues extravagantes, donc les femmes par exemple, si vous ne vous couvrez pas les cheveux, ou voilà, si vous êtes en pantalon, bon, à l'époque ça ne se faisait pas, mais vous transposez un peu à maintenant. Si vous allez seul en forêt, si vous en revenez sans porter du bois, si vous êtes rousse, gauchère, ou roux ou gaucher, ça marche aussi pour les hommes, si vous êtes trop attaché à un chat ou un chien, qui est le familier du diable, et alors encore pire s'il est noir, et si vous avez trop de chance au jeu de quilles. Messieurs, dames, est-ce que quelqu'un parmi vous est encore vivant
Si oui, est-ce qu'il peut se lever? Ah, il y en a qui cumulent en plus, c'est encore pire. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer en fait qu'à l'époque, on aurait beaucoup d'entre nous pu être condamnés comme sorciers ou comme sorcières. Et c'est aussi l'idée de réhabiliter la mémoire de ces femmes qui ont été condamnées, qui étaient souvent des femmes pauvres, seules, veuves, mais voilà, c'était pas de leur faute, mais on disait, ah, c'est peut-être elle qui a tué le mari, etc. Et donc, du coup, l'idée de tout ça, c'est de vous dire que, en fait, c'était des pauvres femmes innocentes, et on souhaite les réhabiliter pour se dire, bah, finalement, ça aurait pu être beaucoup d'entre nous. Voilà, merci pour votre attention. Il y a un QR code vers le site internet si vous voulez en savoir plus, et sinon je serai après.